Bienvenue dans Ni vu ni connu, je m'appelle Rina. Dans l'épisode 1, la question était « Comment a-t-on pu ne pas voir ?» Un père de famille qui achète un silencieux, du ciment, de la chaux, tout ça sur plusieurs mois. Et personne n'a fait le lien. Dans l'épisode 2, la question était « Qui a tracé ces inscriptions ?» Et est-ce que le système judiciaire est capable de corriger sa propre erreur quand les preuves s'accumulent ? Aujourd'hui, la question est différente, et elle me touche plus personnellement, parce qu'elle porte sur quelque chose qui aurait pu être évité. Fiona Chafoulet avait 5 ans. Elle est morte sous les coups dans son foyer en 2013. Les coupables ont été condamnés. La procédure judiciaire est définitivement close depuis 2022. Mais il y a une question que les 4 procès n'ont pas posée clairement. Une question que le système judiciaire français n'est pas conçu pour poser de lui-même. Est-ce que quelqu'un a vu Fiona avant tout ça ? L'école, le médecin, la PMI, les services sociaux. Est-ce que quelqu'un dans l'environnement de cette petite fille a perçu un signal de détresse ou un signal tout court ? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ce signalement ? C'est ça la vraie question de cet épisode. Pas qui a tué Fiona, la justice y a déjà répondu. Mais ce qui, peut-être, aurait pu être différent. Allez, on y va. On est le dimanche 12 mai 2013. Clermont-Ferrand, parc de Montjuset. En fin d'après-midi, Cécile Bourgeon, 25 ans, qui est enceinte de 6 mois au moment des faits, appelle la police. Car sa fille, Fiona, 5 ans, a disparu alors qu'elle jouait. Une alerte enlèvement est lancée. Des battues, des ratissages, des appels à témoins, et rien. Dans les jours qui suivent, Cécile et son compagnon Berkane Maklouf multiplient les apparitions et des tics. Ils pleurent devant les caméras. Ils lancent des appels et ils évoquent un enlèvement. Bien évidemment, c'est un mensonge. Fiona est morte et ils le savent depuis le début. Pendant 135 jours, les enquêteurs accumulent les incohérences. Les versions changent, les témoignages ne correspondent pas, et la version de l'enlèvement s'effrite progressivement. Le 24 septembre 2013, Cécile et Berkane sont placés en garde à vue. Et ils finissent par avouer. Fiona est morte à la suite des violences dans son foyer. Fiona est morte à la suite de violences dans son foyer. Et ils l'ont enterrée. Fiona est morte à la suite des violences dans son foyer. Ils l'ont enterrée et le corps n'a jamais été retrouvé. Ce qui suit, c'est une affaire qui va prendre 7 ans, 4 procès et 2 cassations. Tout ça pour aboutir à 2 condamnations définitives. Cécile Bourgeon a écopé de 20 ans et Berkane Maklouf, son compagnon, 18 ans. Pour quel motif ? Eh bien, pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Mais ce que je veux faire dans cet épisode, c'est pas raconter les 4 procès. C'est poser la question qui précède tout ça. Fiona avait 5 ans. Elle allait à l'école, elle avait un médecin, elle existait dans le système français. Alors comment est-ce que le système ne l'a pas vue ? Pour comprendre ce qui s'est passé avant le 12 mai 2013, il faut comprendre dans quel environnement Fiona grandissait. Et c'est là que la question institutionnelle prend tout son sens. Cécile Bourgeon est née en 1987. Elle a eu une enfance difficile. Ses parents divorcent quand elle a environ 5 ans. Le même âge que sa fille au moment de sa mort. Avec Nicolas Chafoulet, le père biologique de Fiona,
Elle sombre dans la toxicomanie. Puis ils se séparent en 2011. En mai 2012, un an avant la mort de Fiona, Cécile est victime d'un viol. Et ses avocats témoigneront qu'elle a sombré dans un épisode de toxicomanie pathologique. Et c'est après ce viol qu'elle rencontre Berkan Makhlouf. Berkan, lui, est né à Nevers. Son père est décédé quand il était jeune. Sa mère était dépassée et il a été accueilli en foyer. Puis il se retrouve à la rue, vie de trafic. Il est également connu des services de police pour des faits de violence. Il est décrit par plusieurs témoins comme violent, jaloux, possessif. Ce foyer, une mère fragilisée, toxicomane, traumatisée, et un beau-père violent connu des services de police, c'est l'environnement dans lequel Fiona a grandi de 2012 à 2013. Et maintenant, je veux poser la question précise, pas rhétorique, vraiment précise. En France, le dispositif de protection de l'enfance repose sur plusieurs acteurs. La PMI, les services d'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants, les enseignants, les médecins. Et le déclencheur principal, c'est l'information préoccupante. Un signalement qui peut conduire à une évaluation de la situation familiale. Avec une mère en situation de toxicomanie active, un beau-père avec un casier pour violence, des conditions de vie précaires, tous ces éléments, dans le cadre de la protection de l'enfance française, ce sont des facteurs de risque identifiés, documentés, enseignés et reconnus. Et la question que je me pose et à laquelle 4 procès n'ont pas répondu publiquement, c'est celle-ci. Des informations préoccupantes ont-elles été transmises avant le 12 mai ? Est-ce qu'un professionnel, un enseignant, un médecin, un travailleur social a perçu quelque chose ? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ce signalement ? Je peux pas répondre à cette question. Les procès ne sont pas conçus pour y répondre non plus. Ils se concentrent sur les auteurs des crimes, pas sur l'environnement institutionnel. Mais l'absence de réponse publique, c'est une information en soi. Et c'est un angle mort que je veux clairement nommer aujourd'hui. Le 24 septembre 2013, 135 jours après la disparition. Le couple est en garde à vue et avoue. Mais leur version des faits vont évoluer au fil des années. Et c'est l'une des spécificités les plus troublantes de cette affaire. La version initiale de Cécile, Fiona serait morte à la suite des violences répétées. Et ce serait Berkan qui aurait porté les coups fatals. Puis elle dit avoir menti pour le protéger, et parce qu'elle subissait elle-même des violences de sa part. Berkan, lui, nie avoir tué Fiona. Il reconnaît la mort et l'enterrement, mais il conteste sa responsabilité. Et le corps, où est-il ? Les deux déclarent ne plus se souvenir de l'endroit précis. La défense a présenté ça comme un état de choc ou une forte consommation de drogue au moment des faits. Le parquet, lui, voit une stratégie pour priver la justice et la famille d'une vérité complète. Faut savoir qu'en droit français, un condamné ne peut pas être contraint à révéler l'emplacement d'un corps. C'est une limite du droit pénal face à la réalité humaine du deuil. Ce qu'on sait avec certitude,
c'est que Fiona est morte sous les coups. La qualification exacte retenue dans les procès, violence volontaire ayant entraîné la mort. Pas meurtre, pas homicide volontaire. C'est une distinction juridique qui est très importante, et j'y reviendrai. 4 procès en 7 ans. C'est exceptionnel. Et chaque procès, pris séparément, dit quelque chose sur les limites du système quand il n'y a pas de corps. Novembre 2016, le premier procès à Riom. Cécile est acquittée des coups mortels. Elle est condamnée à 5 ans pour non-assistance, avec modification de scène de crime et dénonciation mensongère. Berkane, lui, est condamné à 20 ans. Alors, pourquoi ce verdict ? Sans corps, sans autopsie, c'est très difficile d'établir qui a donné les coups qui ont provoqué la mort et à quel moment. C'est ce que la défense de Cécile a présenté lors du procès. La défense de Cécile l'a également présentée comme victime de Berkane lors du procès. Le jury a retenu l'incertitude sur sa responsabilité directe. C'est pas une absolution, c'est juste la limite logique d'un dossier incomplet. En février 2018, le deuxième procès en appel au Puy-en-Velay. C'est un jury entièrement féminin. La lecture est différente. La lecture de la complicité active de Cécile est différente. Elle est condamnée à 20 ans et Berkane est maintenue à 20 ans aussi. Et la condamnation de Berkane est maintenue à 20 ans. 2 jurys, un même dossier, 2 lectures opposées. C'est ça qui se produit dans un dossier où on n'a pas de corps. On a une incertitude que chaque jury résout à sa façon. En février 2019, le procès est renvoyé en cour de cassation. Là, il y aura l'annulation de la condamnation de Cécile Bourgeon pour vice de procédure, mais pas pour un doute sur sa culpabilité. Elle est donc remise en liberté, puisqu'elle a déjà purgé sa peine de première instance. Mais un 4e procès est nécessaire. En 2020, 4e et dernier procès à Lyon. Cécile Bourgeon arrive libre. Après 12 jours d'audience, l'avocat général demande 30 ans. Il déclare « Il importe de mettre fin à cette sordide mascarade ». Et le verdict après 6 heures de délibération, Cécile Bourgeon, 20 ans, Berkane Makhlouf, 18 ans. Tous deux reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné la mort. En février 2022, la cassation rejette le pourvoi en appel de Cécile Bourgeon. Pas de 5e procès. Enfin, la procédure est close. Mais Fiona n'a toujours pas été retrouvée. Voilà ce que je veux te dire maintenant. Mon regard, des questions, pas de verdict supplémentaire. Premièrement, la qualification des violences volontaires. Pourquoi ça compte ? En droit pénal, le meurtre exige une intention de donner la mort. Les violences volontaires ayant entraîné la mort sanctionnent des violences délibérées dont la mort est la conséquence, sans que cette mort soit le but recherché. La distinction est juridiquement précise. Et sans corps, sans autopsie, c'est impossible d'établir l'intention. C'est pour ça que
En 2016, l'acquittement partiel a été possible. C'est aussi pour ça qu'il a fallu 4 procès. C'est pas un dysfonctionnement, c'est juste la limite d'un système quand la preuve fondamentale est manquante. Deuxièmement, la mise en scène médiatique comme stratégie. Dès les premières heures, le couple a multiplié les apparitions médiatiques. Les appels à témoins, les pleurs en direct, la construction d'un récit d'enlèvement. Tout ça a fonctionné pendant 135 jours. Et pendant ces 135 jours, et pendant ces 135 jours, la vérité sur la localisation du corps de Fiona est probablement devenue inaccessible. La question procédurale est la suivante. Comment détecter le mensonge quand il est si bien construit et si bien joué ? Troisièmement, et c'est celui qui me tient le plus à cœur, Fiona n'était pas invisible. Elle avait 5 ans. Elle allait à l'école. Et elle existait dans le système. La responsabilité pénale de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf est établie définitivement. C'est absolument pas ce que je questionne. Ce que je questionne, c'est la responsabilité collective. Celle des institutions censées détecter, signaler et protéger. Une mère toxicomane. Un beau-père avec un historique de violence. Ces facteurs de risque sont documentés dans les formations des professionnels de l'enfance. Et ils peuvent déclencher des procédures de vigilance renforcées. La procédure judiciaire ne s'est pas posé cette question. Il n'y a aucun rapport public qui y a répondu clairement. Je pense qu'elle méritait de l'être. Parce que si on veut améliorer la protection des enfants en France, il faut pouvoir regarder en face ce qui peut-être aurait pu fonctionner différemment. Pas pour trouver un bouc émissaire, mais pour apprendre. La question n'est pas qui a failli. La question est comment le système apprend-il de ses angles morts. Cécile Bourgeon, 20 ans de réclusion criminelle. Berkane Makhlouf, 18 ans. Condamnation définitive depuis février 2022. La procédure judiciaire est close. La justice a rendu son verdict. Et pourtant, quelque chose reste ouvert. Où est Fiona ? 13 ans après sa mort, après 4 procès, après des centaines d'heures d'audience, le corps d'une petite fille de 5 ans n'a toujours pas été retrouvé. Son père n'a pas de tombe sur laquelle se recueillir. Et les questions que j'ai posées dans cet épisode, sur ce qui s'est passé avant, sur ce que les institutions ont vu ou n'ont pas vu, ces questions n'ont pas reçu de réponse publique. Et honnêtement, elles n'en auront peut-être jamais. Mais bon, les poser, c'est la seule façon de ne pas réduire Fiona à son statut de victime, de la voir elle. Fiona, 5 ans, Clermont-Ferrand, 2013. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle autrement que comme le symbole d'une faille judiciaire.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. L'article de fond, les sources et la chronologie sont sur le blog. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a apporté quelque chose, partage-le. Le prochain épisode, on change d'époque et de registre. Une affaire encore ouverte, un hameau de montagne, un enfant de 2 ans et demi. Et une question que l'enquête n'a pas encore résolue. Est-ce que le système a regardé les bons endroits au bon moment ? À très vite.